me présente, Sarita Marie-Magdeleine. J'interviens en tant que chargée de mission sur le dispositif local d'accompagnement de la Martinique, dispositif piloté par l'État représenté par la DIECT ainsi que par la Banque des territoires. Vous êtes connectés à cet atelier sur la thématique qui se résume à une question: intégrer les technologies du numérique dans le modèle économique de la structure ESS. Donc vous le notez, en effet c'est une question qui est posée. Et nous avons fait le choix d'amener vos structures vers des questionnements pour savoir, voilà, sur cette décision à prendre d'intégrer les technologies du numérique, où la structure en est-elle, quel état des lieux doit-elle faire. Et donc, on va partir sur cette base. Je partage mon écran et je vous propose de démarrer. Voilà. Donc, intégrer les technologies numériques dans le modèle économique de la structure ESS. Nous passerons d'abord, je vous propose d'abord de passer par un état des lieux, à savoir qu'est-ce que l'on entend par technologie numérique, quel est le rapport avec la crise sanitaire et a fortiori quel est le rapport avec le modèle économique ESS, puisque nous sommes sur la thématique intégrer les technologies numériques dans le modèle ESS. Donc nous poserons cet état des lieux avant d'envisager quel peut être le plan d'action d'une structure ESS comme vos associations face à cette interrogation. Donc pourquoi intégrer les technologies numériques au modèle ESS, pour qui intégrer ces technologies et comment intégrer les technologies numériques au modèle ESS. Donc, ça a déjà été présenté, on le redit, en effet, la crise sanitaire a fortement impacté bon nombre d'entreprises et les associations en font partie. Et les technologies numériques, alors attendez, j'ai un petit problème de présentation, voilà. Les technologies numériques qui constituaient des enjeux pour elles sont quasiment devenues obligatoires pour pouvoir passer ce cap, en tout cas pour pouvoir commencer à passer ce cap de la crise. Ce quand même au point de bouleverser leur fonctionnement et leur modèle. Donc, qu'entend-on par technologie du numérique? Alors, le numérique, ça recouvre plusieurs domaines. L'informatique, les télécommunications, et par télécommunications, il s'agit de tout ce qui est téléphonie, radio, télévision, ordinateur, et le numérique concerne également Internet. Donc, en termes de terminologie, un parent du numérique, c'est le digital. On utilise davantage le numérique dans le système français, mais vous allez également beaucoup retrouver sur ce sujet le thème digital, digitalisation. Sur ce salon même, il est question de digitalisation. Donc, c'est un parent en termes de terminologie du numérique. Donc, dans ce domaine du numérique, quelles sont les pratiques des Français? Vous voyez apparaître à l'écran une étude qui est un peu recensée en 2017. Voilà, quelles étaient les pratiques des Français par rapport au numérique? Donc, en France, on se rend compte que 86% des 12-17 ans disposent d'un smartphone, 99% des 18-24 d'un smartphone, et les 25-39 représentent 92%. Les trois plus grands usages d'Internet: envoyer, recevoir des messages électroniques, rechercher des informations, jouer et télécharger des jeux, écouter de la musique ou regarder des vidéos en ligne. Donc, on est à quand même un bon usage du numérique globalement pour les Français. Les réseaux sociaux les plus populaires étant Facebook, YouTube, WhatsApp, avec Messenger. Donc, les Français ont une pratique du numérique. Qu'en est-il pour les associations? Une étude de décembre 2019 a permis de retracer, en décembre 2019, quelle était la place du numérique dans le projet associatif. Ce qu'il en ressort, c'est que 79% des associations à cette époque s'appuyaient sur le numérique pour gérer plus efficacement leur activité. 75% pour améliorer l'animation de leur réseau et 74% pour mieux connaître l'association, mieux faire connaître l'association et ses actions. On en est à 54% pour travailler plus facilement ensemble. Donc, les associations, en décembre 2019, étaient déjà dans cette mouvance de savoir comment assurer cette transformation numérique, comment exploiter cette technologie du numérique,
pour améliorer leur fonctionnement au quotidien. Quand on les interroge sur leur maturité numérique, elles sont quand même 55% à estimer qu'elles sont en progrès, 21% qu'elles sont expérimentées, 21% peu initiées. On a quand même 3% de responsables qui ne se prononcent pas sur leur maturité numérique. Les objectifs qu'elles se sont fixés à travers ces pratiques du numérique est toujours retracé dans cette étude de 2019. À 73%, comme on l'a dit, il s'agissait de mieux faire connaître l'association. À 72%, d'améliorer l'animation du réseau. À 60%, de gérer les activités de l'association. On est à 39% pour travailler plus facilement ensemble, à 24% pour développer des projets et avec les bénéficiaires et les usagers. Donc, c'est intéressant quand même de poser ce constat avant crise que les structures étaient déjà en train d'aborder ce virage du numérique en ayant en tête des objectifs de faire connaître l'association, de se rapprocher de leur public. Donc, l'étude fait le constat en effet d'une phase de rationalisation des usages numériques. Donc, la crise sanitaire qui a démarré en mars 2020, est-ce qu'elle a modifié ce positionnement des structures ? Étant précisé, comme le relate également l'étude, que 84% des responsables associatifs avouent rencontrer des difficultés dans l'utilisation du numérique au sein de leur structure. Avec la crise sanitaire, on a observé en effet des pics inédits en matière d'usage du numérique, qu'il s'agisse des particuliers ou des professionnels. En effet, la crise sanitaire, qu'a-t-elle provoqué? Elle a proposé le confinement, elle a provoqué un arrêt voire une réduction de beaucoup d'activités, tant des particuliers que des structures professionnelles. Et donc, la règle est devenue que, voilà, nous devons mettre de la distance, le présentiel n'est plus possible. Donc, que faire face à cette crise sanitaire qui a stoppé beaucoup d'activités? Face à cette mise en arrêt, on s'est rendu compte en effet que cette pandémie a mis fin brutalement aux échanges physiques et donc a entraîné ces pics numériques. Paradoxalement, cette crise sanitaire et ce boom du numérique est arrivé alors que parallèlement, il existe toujours ce qu'on appelle une fracture numérique. Le petit schéma que vous voyez apparaître à l'écran relate ce qu'on appelle illectronisme ou illettrisme numérique. Il concerne quand même 17% de la population française. En gros, en 2019, comme le relate cette étude de l'INSEE, 15% des personnes de 15 ans n'ont pas utilisé Internet au cours de l'année. 38% des usagers manquent d'au moins une compétence numérique de base. Et ça, c'est au national. Qu'en est-il pour la Martinique? En Martinique, on a un taux d'équipement qui s'approche de la métropole, mais tout de suite, quand on arrive sur des tranches d'âge de 60 ans et plus, on se rend compte que moins de la moitié de cette tranche de la population, donc les 60 ans et plus, disposent d'un ordinateur contre 2/3 de la population en métropole. 3 personnes sur 10 dans les DOM n'ont pas utilisé Internet au cours des 3 derniers mois, contre 19% en métropole. Donc, on a certes une pandémie qui a entraîné un boom des usages du numérique, mais une fracture numérique qui existait quand même. Se pose alors la question de l'impact de la crise par rapport à ces personnes qui sont quand même éloignées de l'usage du numérique. Qu'en est-il pour les associations maintenant? Crise sanitaire a souvent donc en effet aligné avec urgence pour les associations, urgence d'arrêter les activités, urgence de savoir comment informer les bénéficiaires. Quand on est sur des secteurs d'activité qui devaient continuer comme l'aide alimentaire ou certains services sociaux, savoir voilà, comment assurer les gestes barrières ou comment permettre au personnel de ces structures de continuer à travailler tout en assurant leur sécurité. Les associations ont dû prendre un virage du numérique. Ce virage a été un peu forcé. Elles n'y étaient peut-être pas préparées, mais nécessité faisait loi. Une étude de recherche et solidarité a relaté un peu où en étaient les associations à l'issue de la première phase de la crise sanitaire. 70% des associations n'ont pas pu maintenir plus de 20% de leur activité pendant le confinement. 57% des associations ont dû revoir leur mode de fonctionnement.
notamment par la mise en place d'outils numériques. 86% des associations étaient obligées d'annuler un ou plusieurs de leurs événements avec la période. Donc, on se rend bien compte qu'à travers cette étude, que voilà, les associations ont été impactées par la crise. Elles ont dû prendre des mesures d'urgence. Elles ont dû prendre ce virage numérique, quand bien même elles n'y étaient pas préparées. Elles ont souvent d'ailleurs l'impression d'avoir intégré ces usages, d'avoir réussi. Il y a quand même une phase de recul à prendre afin de s'assurer que cette transition numérique réalisée en urgence, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'elle doit être poursuivie selon une même orientation? Donc, en effet, sur la question du recours au numérique, quelle stratégie une association doit-elle adopter dans un contexte de crise sanitaire persistant où la donnée de redémarrage des activités reste variable? Premier confinement, déconfinement, reconfinement, mesures allégées. La réponse à cette question peut en effet passer par l'analyse du modèle économique de l'association. C'est un peu le thème qui nous rassemble sur cet atelier. Je rappelle l'intitulé « Intégrer les technologies du numérique au modèle économique ESS ». Bon, commençons d'abord par essayer de poser ce qu'est ce modèle économique ESS. Donc, comme présenté dans cette slide, le modèle économique, c'est la structure de moyens dont dispose l'association pour réaliser son projet associatif. Il représente l'ensemble des ressources disponibles, le choix de leur affectation, afin de mettre en œuvre des activités de l'association. Il se caractérise par la structure des coûts et des ressources de l'association. Donc, lors des précédents ateliers, si vous les avez suivis, vous avez pu voir qu'il est question de projets associatifs, de stratégies de développement et maintenant de modèles économiques. Ce ne sont pas des éléments qui se confondent. Il y a en effet une articulation précise entre projet associatif et modèle économique. Le projet associatif retrace les valeurs et les moyens que la structure met en œuvre pour réaliser ses missions d'intérêt général. Donc, comme vous le voyez présenté dans ce schéma créé par le Rameau, nous sommes sur des missions d'intérêt général d'animation, de l'engagement bénévole, de représentation des bénéficiaires, d'expérimentation, recherche-développement empirique, capitalisation des connaissances, apport de services mis à disposition d'expertise. On est sur là un exemple de mission d'une structure. Au-delà d'avoir les missions, la structure doit se donner les moyens de réaliser cette mission. Et c'est là que le modèle économique de la structure intervient. On peut dire quelque part que le modèle économique, c'est le bras armé du projet associatif. Le modèle économique, c'est vraiment le business model, c'est une représentation cohérente des moyens grâce auxquels l'entreprise va dégager des revenus de son activité pour les réinvestir dans son activité. Ça, c'est une définition générale pour le modèle économique. Maintenant, nous parlons de modèle économique ESS, économie sociale et solidaire. Et là, ce qui entre en jeu, c'est vraiment la notion d'utilité sociale. Alors qu'une entreprise classique va rechercher une rentabilité financière, la structure de ESS va rechercher à obtenir la plus forte utilité sociale. Et donc, elle va mettre son projet social au cœur de son action et de ses objectifs. Elle va devoir s'organiser, notamment avec une non-lucrativité ou une lucrativité limitée, l'organisation de sa gouvernance, une hybridation des ressources, à savoir comment combiner différents types de ressources, subventions, recettes résultant de vente, appel à projet, dons de l'extérieur, dons privés. Ce modèle économique doit vraiment permettre à la structure d'être en mesure de réaliser ses missions d'intérêt général, de mettre en œuvre et de déployer son projet associatif, tout en assurant son fonctionnement au quotidien. Et l'idéal est bien sûr de ne pas être dans une situation de complète dépendance par rapport à une source de financement particulier. Et donc là où la question de l'intégration des technologies du numérique au modèle ESS vient à se poser, c'est que cette intégration est donc supposée se faire au profit de ce projet social que le modèle économique de la structure porte. Comment mettre à profit ces technologies digitales par rapport à la ressource financière ou la ressource humaine des structures et par rapport au public? C'est à ce moment-là qu'on va davantage rentrer dans ce plan d'action. Le plan d'action, quel peut-il être?
Quelle orientation prendre pour une intégration des nouvelles technologies? Pourquoi le faire? Avec quel objectif? Afin de répondre à cette question, il est important dans notre vision de réaliser un diagnostic numérique de la structure. Où en est-elle à l'heure où elle se pose cette question d'intégrer les technologies du numérique à son modèle ESS? Comme le souligne France Numérique, ce diagnostic peut permettre de faire le point sur la culture numérique de l'organisation. Où en est-elle? Est-ce qu'elle est très développée, peu développée? Est-ce qu'elle peut être améliorée ou est-ce qu'elle a déjà atteint un certain seuil de développement? Ce diagnostic numérique permet également de faire le point sur les projets de la structure, ses relations avec ses partenaires. Comment fait-elle connaître ses missions auprès des partenaires publics et privés? Et enfin, ce diagnostic numérique permet de faire un point sur l'organisation interne et les conditions de travail. Dans quelle mesure les technologies numériques ont leur place dans le fonctionnement au quotidien de la structure? Il existe plusieurs outils en ligne gratuits qui permettent de réaliser ce diagnostic numérique. Alors, un outil connu, c'est celui de Solidatech, dont vous aurez bien sûr accès au lien quand vous aurez le support. Un autre autodiagnostic est celui mis en place par Uniformation. Et bien sûr, alors surligne en jaune le diagnostic du MEDEF, mais bon, figurez-vous que voilà, dans les structures prises en compte dans la réalisation du diagnostic, les associations apparaissent. Donc, cet outil de diagnostic permet vraiment à la structure à un instant T de prendre du recul, que ce soit par rapport au fait qu'elle n'ait jamais mis en place ou pas les technologies du numérique, ou que ce soit par rapport à l'intégration forcée qu'elle a peut-être dû faire durant cette période de premier confinement, de déconfinement, de reprise d'activité si cela a encore été possible. Et ça permet vraiment après en termes d'orientation de savoir sur quel champ la structure ESS, l'association doit travailler pour envisager une intégration des technologies du numérique. Et donc ce plan d'action passe également au-delà des motivations, à savoir à qui on va s'adresser avec ces technologies du numérique. Quelles sont les parties prenantes? Au niveau de la structure ESS en interne, il y a en effet les dirigeants, les salariés, les membres et les bénévoles. Il y a également les adhérents, bénéficiaires, usagers de la structure. Et il y a également les partenaires, les financeurs, les accompagnateurs, financeurs qu'il s'agisse de financeurs publics ou de financeurs privés. Et il est important de se poser cette question de à qui va bénéficier une éventuelle intégration des technologies du numérique. Parce que comme vous l'avez vu, comme on a essayé de le dresser dans l'état des lieux, nous ne sommes pas tous égaux face à la question du numérique. Il existe une fracture numérique, il existe des pratiques du numérique qui varient selon l'âge, qui varient selon les moyens, selon la région. Donc, en tant que structure ESS, selon la mission que porte votre structure, selon à qui vous vous adressez, vous serez quand même amené à prendre du recul sur une intégration des technologies du numérique. À titre d'illustration, une association qui s'adresse à des seniors, à des personnes de 60 ans et plus, doit prendre du recul sur l'appétence de ce public pour les technologies du numérique. Nous l'avons souligné tout à l'heure, pour les DOM, une personne sur deux n'est pas équipée d'un ordinateur. Comment envisager d'intégrer des technologies du numérique pour développer son activité ou pour garder le lien quand le public auquel on s'adresse est quelque peu éloigné de ces technologies du numérique? Est-ce qu'il y a une phase préparatoire, une phase pédagogique à mettre en œuvre, à inclure dans le projet associatif et donc dans le modèle économique pour faire en sorte que cette technologie du numérique ne devienne pas au final une difficulté pour la structure associative. Donc, une fois le diagnostic réalisé, les objectifs posés et les personnes concernées ciblées, se pose la question du comment. Alors, sur cet atelier, vous savez, on est sur un salon virtuel où il y a plusieurs techniques du numérique qui vous sont présentées. Sur cet atelier, nous souhaitons davantage vous amener à vous interroger, à savoir, voilà, j'envisage de mettre en œuvre telle technologie du numérique. Quelles questions préalables il est bon que je me pose pour ma structure? Parce qu'intégrer des technologies du numérique,
cela concerne différents pans de l'activité. Ça peut concerner l'organisation interne, ça peut concerner le développement des activités. Quand on parle d'organisation interne, on parle notamment des relations entre dirigeants et salariés. Intégrer les technologies du numérique dans la relation dirigeant et salarié, on parle beaucoup de télétravail. Quel outil va s'adapter le mieux à la mission que j'ai fixée dans le projet associatif? Quel outil va correspondre le mieux à mon modèle économique? Donc, quel outil dans quel outil la structure peut investir, dans quel outil elle a les moyens d'investir pour garantir qu'elle est en mesure d'assurer le lien entre dirigeants et salariés dans une crise sanitaire où, par exemple, le télétravail est devenu la règle. Donc, la question de la gratuité de l'outil ou du fait qu'il soit payant doit se poser, la question de l'efficacité, la question du cadre légal, mettre en télétravail tous les salariés, est-ce possible par rapport aux activités types de la structure? Est-ce que ça vaut le coup de faire du télétravail par rapport à l'objet, à la mission de l'association? Ce sont des questions préparatoires qu'il est important de se poser dans une stratégie d'intégration des technologies du numérique en période sanitaire. Intégrer les technologies du numérique, la question peut se poser également dans les relations entre membres de la structure, donc entre membres du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée. Que s'est-il passé avec la crise sanitaire? Il était une période de confinement, les échanges doivent être limités. Que se passe-t-il pour ces temps forts de l'association? On parle donc de l'assemblée générale, des réunions de bureau, des réunions de conseil d'administration. Il est important de vérifier quel est le cadre légal. Durant la période de confinement, les textes ont été prévus de façon à permettre aux structures d'avoir davantage de temps, par exemple, pour faire leur arrêté des comptes ou pour leur permettre de tenir des instances à distance, c'est-à-dire de procéder au vote à distance en se basant sur plusieurs moyens de télécommunication. Dans des temps de crise sanitaire, il est important de savoir ce qu'il est toujours possible de faire ou pas. Possible de tenir une AG à distance, dans quelles conditions est-elle valable, quelles sont les conditions à réunir pour que cette instance, que ce soit bureau, conseil d'administration, assemblée, soit reconnue comme étant valable dans les décisions qu'elle va prendre. Et donc là aussi, plusieurs outils existent. Bon, on parle... Est-ce que les emails sont suffisants? Est-ce que de la visio permet de satisfaire aux conditions légales d'organisation de cette instance? Ce sont des questions à se poser dans cette stratégie d'intégration des technologies du numérique pour faire vivre les instances de l'association. Toujours en termes d'organisation interne, quand on parle d'intégration des technologies du numérique entre associations et partenaires. Beaucoup de demandes de subventions se passent déjà en ligne. C'est une tendance qui a pu être renforcée avec la période de crise sanitaire. On n'a pas la liberté de se déplacer, de déposer un dossier. Donc, il est important à ce moment-là de se dire comment je rentre en contact avec mes partenaires publics et privés pour assurer toujours le suivi des demandes de financement, ces demandes de financement qui rentrent en compte dans le modèle économique de l'association puisqu'elles constituent une recette. Donc, il est important de se tenir au courant auprès des partenaires de leurs modalités de fonctionnement par rapport à ces technologies du numérique. Est-ce que des envois d'emails, de dossiers sont suffisants? Est-ce que, en tant que structure, je dois passer par une plateforme? Tout ça, ce sont des questions à se poser pour assurer, bien sûr, le fonctionnement de la structure. Autre point, comment intégrer les technologies du numérique, cette fois-ci dans la réalisation des activités? Beaucoup de structures associatives ont pu avoir l'opportunité, malgré l'interdiction des déplacements, malgré la mise en arrêt des activités, malgré la mise en place des gestes barrières, elles ont eu l'opportunité de réaliser leur activité à distance pour leurs bénéficiaires actuels. Donc, c'est de la visioconférence qui permet, autant que quand les activités, bien sûr, de la structure se prêtent à cela, la visio a permis, dans certains cas, aux structures de continuer à proposer leurs activités. Les exemples les plus parlants sont les exemples de structures sportives qui ont pu, à distance, maintenir des sessions d'entraînement, des animations de temps sportifs avec leurs bénéficiaires et même, elles ont pu élargir leur public du fait de donner accès à ces activités en ligne.
Donc, la question de l'outil se pose pour savoir, voilà, suis-je en mesure en tant qu'association de proposer les activités que je fais habituellement à travers une nouvelle technologie du numérique. Donc là aussi, prendre le recul, ne pas vouloir faire à tout prix. Beaucoup d'activités peuvent ne pas du tout se prêter à la mise en place d'une visio. Dans la réalisation, les liens, la relation entre la structure et les potentiels bénéficiaires, on va se poser la question d'intégrer les technologies du numérique pour continuer à rester visible, pour continuer à attirer du monde à la structure, à attirer des bénévoles, à attirer des bénéficiaires. Donc là, de quel outil j'ai besoin pour me faire connaître? On revient à ce moment-là au diagnostic numérique à poser. Qu'est-ce que ma structure associative a déjà mis en place pour se faire connaître en ligne? Souvenez-vous, technologie du numérique, ça concerne certes l'informatique, mais ça concerne les télécommunications, donc la téléphonie, ça concerne Internet, donc présence sur les réseaux sociaux, site Internet, Facebook, YouTube. Donc, encore une fois, repartir du diagnostic, qu'est-ce que la structure a déjà mis en place et vers quelle orientation elle doit aller pour créer du nouveau lien avec de nouveaux bénéficiaires. Et à partir de là, de se dire, bon, oui, je dois me doter de telle page Facebook, je dois me doter d'un site Internet, je dois me doter d'un compte Instagram. Et à partir de ce diagnostic, savoir quelle orientation elle va prendre, voilà, comment je vais intégrer ces technologies à mon modèle, au fonctionnement de ma structure. Donc, à travers l'état des lieux et à travers les interrogations à se poser dans un plan d'action d'intégration des technologies du numérique, choisir une telle technologie, ça relève tant de la question financière, on en revient au modèle économique, souvenez-vous, qui constitue à mettre en regard quelles sont les recettes de la structure et à quel coût elle doit faire face. Donc, choisir une technologie du numérique, ça peut relever d'une question financière. Ce ne sont pas forcément tous les outils numériques gratuits qui permettent à la structure de continuer son activité. À un certain niveau, elle doit peut-être investir dans des solutions. A-t-elle la capacité financière d'investir dans ces solutions? Donc, quel est son modèle à ce jour, économique à ce jour, qui lui permettrait éventuellement d'investir sur des technologies numériques peut-être éventuellement payantes? Choisir une technologie du numérique, c'est également se poser la question de la compétence en interne. Est-ce que les personnes qui travaillent actuellement dans l'association ont ce feeling, ont cette fibre pour les technologies du numérique? Est-ce qu'il y a une phase d'adaptation, de formation à mettre en œuvre, à mettre en place pour que déjà les personnes au sein de la structure s'approprient ces outils? Choisir une technologie du numérique, c'est se poser également la question de l'appétence du public de la structure. Un public, encore une fois, de personnes de 60 ans et plus n'a pas le même attrait pour les nouvelles technologies, la même façon de l'utiliser au quotidien qu'un public de 15-50 ans. Donc, les solutions techniques existent et certaines, bien sûr, vous sont présentées sur le salon, mais avant tout, le terrain se prépare. Sur la question d'intégrer les technologies du numérique au modèle ESS, l'association doit préparer son terrain. Le principe restant de choisir la solution, bien sûr, la plus adaptée à l'objectif et à la mission de l'association pour en faire un vrai levier d'efficacité plutôt qu'une difficulté. Et donc, c'est à ce niveau-là que la notion d'accompagnement rentre en ligne de compte. La structure, encore une fois, peut avoir complètement de la satisfaction sur la façon dont elle a géré le virage avec le début de la crise sanitaire. Il est toujours intéressant de prendre un temps d'arrêt et de se dire, voilà, à un instant T, nous avons pris la décision de nous adapter, d'intégrer ces technologies, de la visio, du télétravail, pour permettre à la structure de continuer à exercer son activité. Maintenant, qu'en est-il? Est-ce que ce virage a été complètement réussi? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, des choses à changer? Le contexte évolue. Nous sommes toujours dans une période de crise sanitaire avec des confinements, du déconfinement, du reconfinement, des mesures restrictives. C'est là le rôle du DLA Martinique qui peut intervenir auprès de votre structure associative pour vous permettre de prendre ce recul, prendre cette distance sur une stratégie d'intégration des nouvelles technologies. Le DLA, pour rappel, s'adresse aux structures qui développent des activités d'utilité sociale. Donc, ce sont les associations, les coopératives et les structures d'insertion par l'activité économique qui sont concernées par ce dispositif d'accompagnement. Quel est le rôle et quelle est la fonction du DLA Martinique?
Le rôle du DLA, c'est de répondre aux structures qui s'interrogent sur leur stratégie de consolidation. Donc, le DLA vient soutenir l'activité et l'emploi de la structure. De quelle façon? En prenant en charge financièrement l'ingénierie que nous pouvons mettre à disposition des structures. Ingénierie qui prend la forme d'une ingénierie individuelle ou collective en se basant sur un réseau de prestataires experts. Cet accompagnement se fait à un instant T, mais il est également suivi dans le temps. La mission du DLA est de suivre l'évolution de la structure, de voir comment la structure évolue suite à la réalisation d'un accompagnement. Donc, le DLA pour la structure, comme vous le voyez à l'écran, c'est une aide méthodologique, un œil et un avis extérieur de la compétence, un outil de mise en mouvement et d'aide au changement qui se passe à travers un phasage de la démarche d'accompagnement. Nous vous accueillons. Vous nous présentez sa structure dans sa façon de fonctionner. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de diagnostic. Nous identifions avec vous quel est le besoin d'accompagnement de la structure. Nous élaborons un parcours d'accompagnement ensemble. Ce parcours d'accompagnement va permettre à cet instant, à partir du moment où l'association le valide en interne, va permettre de missionner, de faire intervenir des prestataires experts dans leur domaine pour accompagner la structure. Le principe de l'accompagnement DLA, le prestataire ne va pas venir pour faire pour la structure, il va faire avec. On est vraiment dans une démarche d'accompagnement. Le DLA s'inscrit également dans une démarche de coordination de parcours d'accompagnement, c'est-à-dire à un instant, le DLA peut avoir à passer la main à un autre opérateur plus à même d'accompagner la structure sur telle problématique. Donc, j'ai tenté de vous présenter ce questionnement, intégrer les nouvelles technologies du numérique au modèle économique ESS. Alors, je vous précise que sur cette notion de modèle économique ESS, le DLA animera un autre temps samedi à 11 h. Si vous souhaitez en savoir plus vraiment sur cette notion de modèle économique et de l'économie sociale et solidaire, je vous invite à revenir sur ce temps. Et là-dessus, si vous souhaitez continuer d'échanger avec le DLA Martinique sur une stratégie d'intégration du numérique au fonctionnement de votre structure, vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui s'affichent. Voilà. Alors, je sais que j'ai un petit peu enchaîné. Maintenant, il nous reste un peu de temps. Si vous avez des questions, je vous propose d'y répondre. Il n'y a pas de questions? Même peut-être sur les aspects sur lesquels peut-être je suis passée un peu rapidement, n'hésitez pas à revenir. De toute façon, le DLA, nous sommes présents sur le stand du salon aujourd'hui jusqu'à 17 h. Nous serons également présents demain à partir de 8 h 30 jusqu'à midi. Donc, n'hésitez pas à revenir sur le stand, même après cette visio, cet atelier. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le dispositif, sur la façon dont il intervient ou sur les possibilités d'accompagnement spécifique de votre structure, vous avez le live sur le stand. Nous avons le chat qui nous permet vraiment d'échanger en direct. Donc, je vais remettre à l'écran les coordonnées du DLA. C'est vrai que j'ai fermé un peu vite. Alors. Voilà, donc les coordonnées du DLA, où nous joindre. Nous sommes deux chargés de mission sur le dispositif DLA, Olivier Elisabeth et moi-même, joignables aux coordonnées téléphoniques. Privilégiez en ce moment, bien sûr, les numéros de portable et nous sommes également joignables par mail. Il y a une question, Sarita, dans le chat. Oui, j'arrive.
Quelqu'un qui demande si parmi les associations accompagnées, est-ce que nous avons des exemples d'utilisation du numérique dans une association qui intervient auprès des seniors, des personnes âgées dans les activités? Alors, j'ai eu l'occasion, dans mon propos, c'est vrai, de souligner la difficulté des structures qui s'adressent à des publics seniors qui sont quelque peu éloignés dans leur pratique de l'usage du numérique. Donc, ces structures, elles sont en recherche de nouveaux... alors, ce n'est pas tant le modèle économique, mais d'une façon différente d'exercer leur mission. C'est-à-dire sur des missions de base, d'animation, de lien social avec ces publics, elles sont amenées à se dire, voilà, il y a la crainte de ces publics de se retrouver, de faire leurs activités habituelles avec l'association. Et il y a aussi ce fait que, voilà, elles ne sont pas forcément très au fait de l'usage de la visio, de l'usage du smartphone. Donc, on est plutôt sur des structures en contact avec ces publics qui sont en train de repenser, de réfléchir à comment faire évoluer leur activité. Alors, je peux apporter aussi un commentaire. Je suis Olivia Elisabeth, votre chargée de mission sur le dispositif DLA. Simplement pour vous expliquer que le DLA intervient auprès des structures et donc touche aussi bien les salariés que les bénévoles. Et parmi les bénévoles, il y a des personnes qui sont des seniors. La difficulté, effectivement, pour elles, depuis cette crise, c'est que nous avons, comme beaucoup de structures, totalement dématérialisé nos relations avec les structures et les accompagnements que nous avons réalisés et les dossiers, puisque les entretiens se font en distanciel, donc les dossiers de demande d'accompagnement sont totalement dématérialisés puisqu'on fait les dossiers de demande d'accompagnement par le biais de formulaires. Les entretiens se font à distance et les accompagnements se font également à distance. Au départ, les structures avaient, en tout cas pour les bénévoles qui étaient des seniors, une crainte de ne pas y arriver, n'ayant pas l'habitude utilisant leur téléphone portable uniquement pour téléphoner ou un peu SMS, mais pas de WhatsApp ou très peu, pas de connexion sur les outils de connexion, que ce soit Zoom, Meet ou autre chose, etc. Et nous nous sommes rendus compte, après quelques accompagnements collectifs, que ceux qui avaient au départ des difficultés pour se connecter, on les accompagnait, on leur expliquait, on prenait notre temps, enfin bon, pour leur permettre d'y arriver. Après 2, 3, 4 connexions, 4 accompagnements différents, ils y arrivaient sans difficulté. Et nous avons eu des témoignages de personnes seniors, très heureuses évidemment des accompagnements dont ils ont bénéficié pour leur structure, mais surtout d'avoir dépassé cette peur-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent obligées d'utiliser les outils autrement et davantage, et finalement se rendent compte que c'est faisable, ils y arrivent. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous donner comme témoignage par rapport au DLA. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, ce qui est en effet intéressant avec ce qu'Olivia relate, c'est que quand on a des personnes qui sont complètement éloignées, qui n'ont jamais, des personnes seniors, qui n'ont jamais peut-être pris l'initiative d'elles-mêmes de s'intéresser à la chose numérique, il y a cette phase d'adaptation. Et c'est ce qu'on a fait, c'est vrai, à travers le DLA, c'est de dire, ben voilà, ça peut paraître compliqué, mais ça peut paraître simple aussi. Il y a peut-être qu'un pas à sauter. Et donc, dans les activités d'une association, avant de foncer dans une intégration massive du numérique, il y a peut-être cette phase pédagogique, ce temps pédagogique à avoir avec ses bénéficiaires.
savoir, voilà, nous allons faire évoluer nos activités, qu'en pensez-vous? Donc, vraiment prendre peut-être le ressenti des bénéficiaires et des usagers par rapport au fait que voilà, l'association va évoluer dans son mode de fonctionnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous effraie? Vous êtes partisan de quoi? Et donc, c'est une façon peut-être intéressante à ce moment-là d'envisager l'intégration du numérique dans l'association. Prendre du recul par rapport au fonctionnement même de l'activité, mais aussi en mode collaboratif, de voir auprès des bénéficiaires quelles sont leurs attentes et eux, comment ils vivent, comment ils vivent, on va dire, ce virage du numérique quelque peu forcé dans ce contexte de crise sanitaire. Bon. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va clore cet atelier. Comme je vous l'ai dit, nous sommes présents sur le stand aujourd'hui, le stand virtuel de la Martinique jusqu'à 17 h. Nous y serons de nouveau demain, de 8h30 à midi. Et pensez au thème qui sera présenté demain dans le cadre du stand DLA, savoir modèle économique ESS, comment l'adapter en phase de crise sanitaire. Voilà, je vous remercie de votre intérêt. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce court atelier. Et je vous dis à bientôt sur le stand du DLA ou au-delà du salon virtuel. J'espère que nous resterons en contact pour faire avancer vos associations. Merci à tous.